Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux parce que vous étiez beaucoup d'inscrits sur ce webinaire consacré au sujet difficile des mutilations sexuelles féminines. Alors, pour se libérer des contraintes un petit peu logistiques et pour information, cette réunion est enregistrée. Donc, on vous conseille de ne pas mettre les caméras, de ne pas brancher vos caméras et surtout de garder vos micros inactifs afin de ne pas perturber les présentations qui vont avoir lieu. Cette session est enregistrée, voilà. Vous pourrez de toute manière réécouter en temps voulu toutes les interventions. Alors, on va passer de diapo, s'il vous plaît. Hop, juste la diapo suivante. Donc, en ce qui concerne les questions que vous pouvez vous poser au fur et à mesure des présentations, n'hésitez pas à les marquer sur le chat. C'est inutile d'interrompre les intervenantes. Elles seront abordées en fin de présentation, en toute fin de webinaire, et vous aurez les réponses à ce moment-là. Enfin, en dernière information, un questionnaire de satisfaction vous sera délivré en fin de session. Et le replay sera disponible dans les prochains jours. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, vite fait, on vous présente le pôle santé périnatale du réseau Périnatalité Occitanie. Donc, ce pôle participe à la coordination des acteurs du champ médico-psychosocial pour faciliter l'accès des femmes à l'IVG, mais il optimise aussi le parcours de la femme et du coparent et de l'enfant sur la période dite des 1000 premiers jours. Et alors aujourd'hui, on vous a un petit peu sorti une phrase de l'instruction de la DGOS destinée aux dispositifs spécifiques régionaux de périnatalité sur le plan national pardon, visant à éradiquer les mutations sexuelles prévoit de sensibiliser les équipes de maternité à la nécessité de repérer et de proposer systématiquement aux femmes une prise en charge via les structures régionales dédiées à la prise en charge des femmes victimes de violences. Donc là, c'est expressément dans notre instruction que de vouloir aborder ce sujet des mutilations sexuelles féminines. Donc le réseau s'en est saisi et s'est rapproché du centre Frantz Fanon de Montpellier qui travaille autour des soins psychiques pour les personnes en situation d'exil. Et ce centre a proposé un dispositif Kintsugi pour accompagner les femmes victimes de violences génitales sexuelles et un parcours coordonné pluridisciplinaire. Donc aujourd'hui, c'est les professionnels impliqués dans ce parcours qui vont vous présenter leur travail et un petit peu vous aiguiller sur l'accompagnement de ces femmes victimes. Et pourquoi aujourd'hui? Eh bien parce que c'est une date symbolique. Nous sommes le 6 février, la journée internationale contre les mutilations génitales féminines. Donc on était un petit peu sûr que ce sujet intéresserait nombre d'entre vous, mais on est quand même très très ravis de voir autant d'inscrits puisqu'il y avait près de 500 inscriptions sur ce webinaire. Donc on est ravis de pouvoir échanger sur ce sujet encore trop souvent tabou et mal connu, mal abordé bien souvent. Je laisse maintenant la parole aux professionnels du parcours Kintsugi qui vont vous présenter ce webinaire. Bonjour, moi je suis Aurélie Méhény, je suis médecin au centre Frantz Fanon, qui est donc un centre de soins qui est situé à Montpellier, qui accompagne les personnes en situation d'exil, avec donc la porte d'entrée au suivi, c'est le suivi psychologique. On est une équipe pluridisciplinaire qui est donc constituée de plusieurs psychologues avec une volonté d'accompagnement holistique des personnes pour les accompagner sur tous les champs de vulnérabilité qu'ils peuvent éventuellement rencontrer, avec donc dans l'équipe également une juriste, je suis médecin, il y a également un secrétaire comptable et les suivis des patients, les accompagnements des patients se font en langue maternelle ou en langue choisie par la personne, la langue dans laquelle il se sent le plus à l'aise, puisqu'on travaille avec des interprètes professionnels. Le centre Frantz Fanon est porté juridiquement par la CIMAD, qui est donc une association nationale de défense des droits des personnes étrangères en France. Notre centre de soins propose différents types de suivi. Là, je ne vais pas tous les présenter, puisqu'aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement au dispositif Kintsugi qui accompagne les femmes victimes de mutilations sexuelles. Juste vous dire que donc, le centre de soins, il est situé à Montpellier. On accueille principalement des femmes qui résident dans le Gard et dans l'Hérault. Et au centre de soins, s'articule un centre de ressources
qui a pour vocation des missions de sensibilisation, de formation et d'étayage du réseau à l'échelle régionale de soutien des professionnels médicaux et sociaux dans le champ de l'exil et de la santé mentale. Donc, je voudrais juste donner une petite précision. Vous allez vous rendre compte quand que je parle plus souvent d'excision que de mutilation sexuelle, ce qui est un peu une approximation par rapport aux différentes réalités anatomiques que peut recouvrir le terme de mutilation sexuelle. C'est le docteur Panel qui présentera plus précisément justement cette réalité anatomique. Mais en fait, c'est parce que ça correspond plus à ce qui est la réalité des échanges avec les femmes dans nos espaces de consultation, puisque le terme de mutilation sexuelle est un terme que très peu de femmes qu'on suit s'approprient, enfin en tout cas qui ne correspond pas à leur manière de désigner la question de l'excision. Elles parlent plutôt en consultation, les termes employés, c'est plutôt excision, coupure ou même des périphrases pour éviter de nommer la question de l'excision. Et puis avec les anglophones, ça peut être le terme de circoncision qui peut être utilisé. Donc d'abord, je vais commencer en donnant quelques données d'épidémiologie sur la question des mutilations sexuelles féminines à l'heure actuelle dans le monde, et puis des éléments de justification amenés par les communautés qui pratiquent l'excision actuellement. Quelques notions sur les implications juridiques des mutilations sexuelles, et puis enfin, je vous présenterai le parcours Kintsugi. Donc à l'heure actuelle, selon le dernier rapport de l'UNICEF qui date de 2024, pardon, on recense à l'heure actuelle environ 230 millions de femmes et de petites filles excisées dans le monde, ce qui représente à peu près 4 millions de petites filles excisées chaque année. Vous avez sur la partie droite de la diapo une carte du monde que vous pouvez retrouver sur le site 1000 Parcours, qui est un dispositif qui est situé à Paris. Et il y a sur ce site de nombreux outils qui sont très précieux d'information, d'accompagnement des femmes et des outils de prévention aussi. Et donc, ce qu'on voit sur la carte, c'est que les pays qui pratiquent l'excision, donc qui sont plus de 30. Beaucoup d'entre eux sont situés sur le continent africain, mais ils ne sont pas exclusivement situés sur le continent africain, puisque on trouve aussi beaucoup de communautés qui pratiquent l'excision au Moyen-Orient, en Asie. Et en fait, sur les 230 millions de femmes et de petites filles excisées dans le monde à l'heure actuelle, il y en a 80 millions qui habitent en Asie. En Asie et 6 millions au Moyen-Orient. Donc, c'est quand même pas négligeable. Il y a aussi quelques communautés qui pratiquent l'excision en Amérique du Sud, des régions amazoniennes, en Colombie et au Pérou. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que dans les pays où la pratique de l'excision est connue, en fait, les prévalences sont très, très variables d'un pays à l'autre, avec des pays où la prévalence est de quelques pourcents et dans d'autres, elle avoisine les 100%. Ce que ça veut dire, c'est que quand on a une femme en face de soi, le fait de connaître sa nationalité ne présage pas à 100% de savoir si cette femme est excisée ou non. Il y a certains pays pour lesquels, quand la prévalence est proche de 100%, on se dit que le risque qu'elle ait été exposée aux mutilations sexuelles est quand même très, très important. Mais dans d'autres où les prévalences sont moins importantes, mais, on peut avoir aucune certitude et rien ne peut empêcher en fait le fait d'ouvrir le dialogue avec elle et d'arriver à créer les conditions dans l'espace de consultation, dans l'espace d'échange avec elle pour qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour pouvoir aborder ce sujet si elle le souhaite. En ce qui concerne l'âge auquel les mutilations sexuelles sont pratiquées, c'est aussi une donnée qui est très variable d'un pays à l'autre. Nous, ce qu'on constate chez les patientes qu'on accompagne, c'est qu'il y a des pays où vraiment, quand même, la plupart du temps, ce qu'elles nous racontent, les dames, c'est qu'elles ont été excisées dans la toute, toute petite enfance, vraiment
durant la première année de vie. C'est très fréquent dans les histoires que nous racontent les femmes qui sont originaires du Nigeria, par exemple. Et puis, il y a d'autres pays où ça va plus être aux alentours de 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. C'est le cas, par exemple, en Guinée, ou alors avant le mariage. Mais quand même, d'une manière générale, la plupart du temps, c'est quand même une pratique qui est réalisée avant 15 ans, même si il existe des exceptions, évidemment. Il y a des femmes qui sont excisées plus tard que ça. En France, la dernière étude de l'équipe d'Armel Andro et Marie Lesclingan, qui font depuis plusieurs années des études de prévalence, enfin, du nombre de femmes excisées vivant en France, elles ont estimé qu'il y avait 125 000 femmes excisées en France à l'heure actuelle, qui sont des femmes qui ont, pour la grande majorité d'entre elles, été excisées dans leur pays d'origine. Et ce que montre leur dernière étude qui s'appelle Préval, il y aura les références dans la bibliographie en fin de présentation, c'est qu'elles observent une disparition progressive du risque pour les petites filles enfin pour les filles de la deuxième génération de migration, c'est-à-dire les petites filles qui naissent en France à partir de 1995 et dont l'un des parents ou les deux parents ont vécu l'exil. Ben pour ces femmes-là, l'exposition au risque d'excision disparaît progressivement. Sur le plan juridique, alors je ne vais pas parler de la législation internationale parce que c'est beaucoup trop compliqué, puis je n'ai pas cette compétence-là. Juste une notion, je trouve, qui est quand même intéressante à voir, c'est que beaucoup de pays où l'excision est pratiquée sont dotés d'une législation qui interdit l'excision. Donc ça veut dire que, en fait, vivre dans un pays où il existe un arsenal législatif qui interdit l'excision, bah, ce n'est pas garant du fait qu'elle n'est plus effectivement pratiquée et ni qu'elle va disparaître rapidement une fois les lois adoptées. En France, c'est donc un acte qui est de qualification criminelle, qui est passible de 15 ans de réclusion et 150 000 euros d'amende. Et ça s'applique également aux actes qui sont réalisés à l'étranger sur des enfants étrangers qui résident habituellement en France. Le fait de connaître pour un professionnel le risque auquel est exposée une petite fille de subir une mutilation sexuelle, ça engage sa responsabilité professionnelle. C'est-à-dire que si on a, en tant que professionnel de santé, connaissance du fait qu'une petite fille va être exposée à ce risque, par exemple en amont d'un voyage au pays, on a l'obligation de faire un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil des informations préoccupantes. Et ne pas le faire engage notre responsabilité professionnelle. En ce qui concerne le droit d'asile, le fait d'être exposé au risque d'excision en cas de retour au pays, c'est un risque qui ouvre droit à qui peut ouvrir droit à une protection au statut de réfugié, donc à l'ouverture d'une procédure de demande d'asile pour les petites filles non excisées ou les femmes non excisées qui vivent en France. Et donc l'obtention du statut de réfugié si les instances de l'asile, donc l'OFPRA ou la CNDA, estiment ce risque avéré. Ce qui est important de comprendre aussi, parce que c'est important dans le suivi des femmes qu'on accompagne, c'est que par contre, le statut de femme excisée, le fait d'être excisée pour une femme, ça n'ouvre pas le droit au statut de réfugié. Y a pas, on ne peut pas faire une demande d'asile parce qu'on est une femme excisée. Il faut être exposé au risque. Une fois que l'excision est réalisée, ce n'est plus un motif d'obtention de l'asile. Par contre, le fait d'avoir recours à la chirurgie de réparation, restitue en quelque sorte la femme à son état de femme non excisée au regard de sa communauté d'origine et peut l'exposer à un risque de réexcision en cas de retour au pays et donc peut être justifiée l'ouverture d'une nouvelle demande d'asile et l'obtention du statut de réfugié si les instances de l'asile estiment que ce risque est avéré. Alors, pour aborder un petit peu les aspects, les justifications à cette pratique que donnent les communautés qui la pratiquent encore à l'heure actuelle. C'est pareil, je ne vais pas du tout avoir la prétention d'être exhaustive sur le sujet, mais juste dire
que, il n'y a pas de lien avec la religion. C'est-à-dire que contrairement à ce qui peut être une idée assez répandue dans l'imaginaire collectif, il n'y a pas de prescription d'aucune religion du livre de pratiquer les mutilations sexuelles féminines. Et notamment, il n'y a pas de lien avec l'islam. C'est pas du tout une prescription du Coran. Et d'ailleurs, si on étudie un petit peu plus en détail les communautés qui pratiquent l'excision et la carte qu'on a vue au départ, ben, on se rend compte que effectivement, il y a des communautés qui sont de confession musulmane qui pratiquent l'excision, mais il y a aussi de nombreuses autres communautés qui pratiquent l'excision, qui sont de toute religion possible. Et puis, il y a aussi des pays qui sont à grande majorité musulmane et qui ne pratiquent pas du tout l'excision. Alors, une des justifications, c'est la fonction de rite de passage de l'excision. En fait, euh, à, à travers la mutilation sexuelle, en fait, la petite fille va acquérir un statut de puberté sociale, de maturité sexuelle et d'inclusion dans le groupe. C'est-à-dire, en fait, ça inscrit dans le corps de la petite fille ou dans le corps de la femme sa place dans le groupe comme membre légitime et respectable du groupe. À l'inverse, pour les femmes non excisées qui vivent dans une communauté qui pratique l'excision, le fait de ne pas être excisée, c'est excluant. Ce sont des femmes qui sont susceptibles d'être mises au banc de cette société-là. Et c'est aussi un facteur qui explique beaucoup la perduration de cette pratique. Il y a aussi de nombreux mythes qui entourent la pratique de l'excision, souvent des mythes qui sont attachés à un pouvoir maléfique du clitoris quand il fait encore partie intégrante du corps de la femme, qui aurait un pouvoir qui serait dangereux à l'encontre de l'homme lors des rapports sexuels ou à l'encontre de l'enfant au moment de l'accouchement. Et puis aussi la croyance en une bisexualité originelle où les enfants sont considérés comme être bisexuels au moment de la naissance et l'excision en enlevant le principe mâle incarné par le clitoris chez la petite fille, lui permettrait d'accéder à un statut de différenciation sexuelle et une pleine féminité. Et c'est à ce moment-là considéré comme le pendant de la circoncision chez le petit garçon, qui est alors considéré comme retirer le principe femelle chez le petit garçon. Voilà, donc euh, pas mal, beaucoup de mythes. Et puis aussi, évidemment, un contrôle de la sexualité féminine. Donc, un contrôle de la sexualité féminine prémaritale, mais d'une manière générale aussi un contrôle de la sexualité féminine pour qu'elle se rentre dans le cadre que lui attribue sa communauté, la communauté culturelle qui pratique cette excision. Un paramètre qui est vraiment extrêmement important pour nous dans l'accompagnement des femmes qui ont vécu des mutilations sexuelles et qui sont dans un parcours de restauration, c'est la fréquence des violences cumulatives liées au genre. C'est-à-dire que les femmes qu'on accompagne, en tout cas nous, c'est vraiment très vrai sur le parcours Kintsugi. La très très grande majorité d'entre elles ont vécu au moins une forme de violence autre que la mutilation sexuelle, qui peut être le mariage forcé, le mariage précoce, les violences sexuelles dans le cadre du mariage forcé, mais également sur le parcours d'exil et également dans les pays d'accueil, puisqu'en fait, c'est des femmes qui vont être exposées dans le cadre de leur migration à une très grande précarité qui va également être un facteur de vulnérabilité vis-à-vis de ces violences sexuelles. Les violences intrafamiliales aussi, violences conjugales, et puis la privation de la scolarisation, qui est aussi quelque chose qu'on rencontre énormément parmi les patientes qu'on suit, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui vont pouvoir nous dire qu'elles n'ont jamais été scolarisées, ou alors qu'elles ont été scolarisées mais peu de temps, ou alors qu'elles ont été scolarisées et qu'elles ont même pu débuter des études secondaires, mais qui, au moment du mariage forcé, ont eu un arrêt brutal de leur scolarisation et avec ça,
toutes les ambitions personnelles, professionnelles qu'elles avaient pu fonder et du libre arbitre dans la suite du déroulé de leur vie. Alors, pour vous présenter un petit peu plus en détail, donc maintenant le parcours Kintsugi, donc c'est un parcours de soins pluridisciplinaires coordonnés, c'est-à-dire qu'on fait des RCP tous les mois pour discuter des différents dossiers des patientes qu'on suit, qui est un partenariat entre le Centre Frantz Fanon et la clinique Beau Soleil avec plusieurs axes de suivi, donc médical, psychologique, juridique si nécessaire. Suivi groupal et coordination du parcours se font au centre Frantz Fanon. Et puis, suivi sexologique, gynécologique, chirurgical le cas échéant, qui sont effectués par les gynécologues de la clinique Beau Soleil. En ce qui concerne le suivi groupal, que Élise vous présentera plus en détail tout à l'heure. D'ailleurs, je fais un petit aparté. Mis à part cette illustration-là qui est à côté, qui est le logo du parcours, toutes les autres illustrations, en fait, sont des illustrations qui sont issues de groupes qu'on mène auprès des femmes qui sont incluses dans le parcours. Et donc, toutes ces propositions groupales sont pour nous très importantes et on voit à quel point dans chaque suivi individuel, en fait, l'aspect groupal interagit énormément avec le cheminement personnel de chaque femme. Et on s'appuie beaucoup sur la pérédance et sur les médiations thérapeutiques. Voilà, je laisserai Élise le développer. Et juste de dire aussi que ce parcours de soins, il est absolument pas protocolisé. Voilà, on a tous ces axes-là, mais c'est un parcours qui va être vraiment à géométrie variable et qui va être construit de manière individualisée en réponse à la demande singulière de chaque femme, qui est donc ce qu'on va travailler dès le départ, en fait, avec elle quand elle initie le parcours. Le travail, ça va être de définir avec elle qu'est-ce qu'elle ressent, quelles sont ses difficultés et qu'est-ce qu'elle a envie de voir s'améliorer, qu'est-ce qu'elle a envie de travailler dans sa démarche qu'elle fait auprès de nous. Et cette demande, elle est donc éminemment singulière, elle peut être multiple, prendre vraiment plusieurs axes complètement différents. Et puis, elle peut être très évolutive, c'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir des femmes qui, en début de prise en charge, veulent initier le parcours parce qu'elles veulent absolument avoir une intervention chirurgicale et puis qui, au fur et à mesure du parcours, vont trouver une réponse à leurs questions dans les autres espaces aussi, dans le fait parfois de savoir que cette intervention est possible, mais sans avoir à aller jusqu'à la chirurgie. Voilà. Et cette évolutivité, elle se fait aussi au gré des événements que chaque femme va pouvoir traverser dans sa vie. Et le parcours de soins va être aussi assez fortement impacté par ces différents événements. Par exemple, la grossesse, le fait de une naissance d'une petite fille peut renvoyer la femme à certaines interrogations ou certains ressentis sur sa condition de femme excisée qui étaient différentes auparavant. Et puis aussi des événements de vie qui sont en lien notamment avec son parcours socio-juridique, avec notamment pour les femmes qui sont en demande d'asile, une injonction quand même de ces procédures juridiques à raconter des événements extrêmement traumatiques qui ont aussi un fort impact sur l'évolution de leur demande et sur leur parcours de soins. Pour détailler juste un tout petit peu, sans être évidemment exhaustive, quelle peut être la nature de cette demande, il y a la question des douleurs qui est vraiment très très fréquemment présente, pour pas dire omniprésente. C'est des douleurs qui sont polymorphes. Je ne détaillerai pas parce que je pense que le docteur Panel va en parler. Les complications médicales et gynéco-obstétricales peuvent être aussi assez souvent présentes, soit parce qu'elles existent, soit parce qu'elles sont redoutées. Et puis ensuite, il y a la question de la quête d'une restauration d'une intégrité physique, avec des femmes qui vont nous dire, ben, moi, on m'a amputé d'une partie de mon corps sans me demander mon avis, sans mon consentement. Je veux qu'on me rende ce qu'on m'a enlevé. Et puis, cette demande de restauration de l'intégrité, elle peut porter sur un aspect un peu plus symbolique, sur une restauration identitaire de sa féminité.
avec des femmes qui vont nous dire je me sens une femme, je ne me sens pas une femme normale, je ne me sens pas une femme complète, avec aussi toute la dimension interculturelle de cette question. Qu'est-ce qui se passe là? Toute la dimension interculturelle de cette question, avec pour les femmes en situation de migration, l'affrontement de deux référentiels culturels que sont celui de sa communauté culturelle d'origine et celui du pays d'accueil, où deux représentations de la féminité vont s'affronter. Et cette femme, elle va justement au cours du parcours se créer sa propre identité aux confins de ces deux référentiels-là. Et c'est aussi notre travail que de les accompagner dans cette recherche tout à fait singulière qu'elles font. Il y a la question aussi de l'amélioration de la sexualité qui est évidemment très présente, et le questionnement maternel, j'en ai parlé aussi. Juste un dernier élément, et puis après je vais passer la parole à Élise, pour dire que quelque chose aussi de très important dans le suivi de ces femmes, c'est le fait que la symptomatologie qu'elles vont ressentir, que ce soit sur le plan physique, psychique, sexuel, peut être pas forcément corrélée à la lésion anatomique observable. C'est-à-dire que on va pouvoir avoir des femmes qui vont avoir à l'examen clinique une mutilation sexuelle qui peut être qualifiée de minime ou même être difficile à objectiver à l'examen, et qui pourtant ont une symptomatologie qui est extrêmement invalidante. Et ça, c'est justement en lien déjà avec le fait que la scène de la mutilation sexuelle en elle-même peut être responsable d'une symptomatologie post-traumatique très bruyante, mais aussi au fait que ces femmes ont pu être exposées à un contexte de multiviolence qui a aussi un impact très important sur la symptomatologie, qui peut être initialement exclusivement attribuée à l'excision, et que nous, notre travail, ça va être de prendre en compte l'ensemble de ces symptômes avec l'ensemble de ces facteurs déterminants, sans distinction, bien sûr. Voilà, je passe la parole à Élise. Référence. Bonjour à tous, moi je suis Élise van der Sliek et je suis psychologue donc sur le parcours Kintsugi, au Centre France Fanon. Et donc moi, je vais rencontrer les femmes après Aurélie, qui les a d'abord rencontrées dans un premier entretien Kintsugi. Et à toutes les femmes, toutes les patientes, on leur propose de rencontrer la sexologue, la chirurgienne, gynécologue, la juriste si besoin, et aussi la psychologue. Et donc toutes les femmes ont au moins une rencontre, mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes s'inscrivent aussi dans un suivi individuel. C'est en fonction de leurs demandes. En fonction des plaintes aussi qu'elles amènent, on va travailler ensemble une demande et la construction des demandes, et comment on peut ensemble cibler des objectifs et des axes thérapeutiques. Donc sans généraliser, beaucoup de femmes du parcours, elles peuvent souffrir, présenter des symptômes de stress post-traumatique qui peuvent être en lien avec l'excision, mais pas que. Comme on disait tout à l'heure, elles peuvent avoir été victimes de violences cumulatives de genre, aussi de mariage forcé, de mariage précoce, de violences conjugales. Et donc elles peuvent présenter des troubles du sommeil, des syndromes intrusifs avec des reviviscences la journée, des flashbacks en lien avec les vécus traumatiques, des épisodes dissociatifs, des troubles cognitifs, des fois avec une plainte d'avoir du mal à s'ancrer, à se rappeler du présent. Donc là aussi, nous, on peut être une aide des fois très concrète pour le rappel, le rendez-vous. Un trouble du discours aussi. C'est important de se rappeler qu'elles ont été victimes de violences intentionnelles. Donc c'est quelqu'un d'autre qui leur a fait du mal, et comment la relation thérapeutique, elle va aussi soigner. Et donc ça peut aussi venir se manifester dans le rapport au langage, dans porter une demande à l'autre. Donc c'est tout ça qu'on va venir travailler. On relève aussi une comorbidité avec des symptômes anxio-dépressifs, une perte d'appétit ou une perte d'élan
d'élan vital, un isolement, un renfermement sur soi et des troubles psychosomatiques et psychosexuels. Et donc, ça va être intéressant de s'articuler aussi avec l'espace sexo. La, la première chose qui va être importante, c'est d'ouvrir un espace de parole où la femme, elle est libre de taire et de dire ce qu'elle souhaite. On va, on va lui proposer justement un espace où il est possible de venir parler d'excision, un sujet qui a longtemps été tabou. Si elle a voulu en parler, cette première expérience ne s'est pas bien passée ou ça n'a juste pas été possible. Et on va aussi faire attention à bien respecter sa temporalité psychique aussi. Par exemple, il y a une femme en suivi pendant de longs mois. Elle était dans le parcours Kintsugi, mais on n'a jamais parlé directement de l'excision. On a parlé des plaintes autour. Et c'est après aussi des expériences groupales qu'elle a pu davantage dire ce mot et les conséquences reliées plus directement. Ce qui va être important aussi, c'est en tant que professionnel dans la relation thérapeutique, de laisser de la place à des questionnements comme comment elle a envie de se penser femme, comment elle a été pensée femme, à la fois dans son pays d'origine, mais aussi dans le pays d'accueil. Et je trouve que ici, c'est intéressant de venir parler de la notion de contre-transfert culturel. Aussi, nous, en tant que professionnels, on a cette responsabilité peut-être de se dire qu'on a nous-mêmes nos croyances, nos représentations, nos stéréotypes. Par exemple, si on pense que l'excision est une pratique barbare, ça peut être une représentation, une croyance personnelle, mais il va falloir faire attention, la conscientiser, la travailler, cette représentation, pour pas que la femme, elle soit bloquée ou dans un conflit de loyauté, ou qu'elle se sente plus ou moins consciemment devoir se soumettre à notre système de pensée ici dans le pays d'accueil par rapport à son pays d'origine. Donc, par rapport à la symptomatologie post-traumatique, pour la prendre en charge, on va d'abord faire tout un travail aussi peut-être de psychoéducation. Elles peuvent souvent venir nous dire que ce dont elles souffrent, elles ont peur d'être folles ou de devenir folles. On va peut-être aussi valoriser le recours aux stratégies de protection qui sont déjà mises en place. Par exemple, l'insomnie, ça peut être une lutte active contre les cauchemars, contre les intrusions la nuit. Comment aussi venir expliquer ce qu'elle a mis en place pour sa survie, pour sa défense, et petit à petit s'en défaire. L'aider aussi à explorer des techniques d'ancrage, de relaxation. Pour les cauchemars traumatiques, on va pouvoir venir travailler sur les médiations par le dessin. Ça peut venir aider à symboliser, à mettre des mots petit à petit, à faire apparaître des paroles ou des personnes protectrices. Et on peut avoir recours, si la femme le souhaite, si c'est le bon moment aussi, à la thérapie par ICV ou la thérapie de reconsolidation avec Dr Méani. Ce qui est assez prégnant et important, je trouve, dans les femmes, enfin, ce qu'on peut retrouver chez les femmes qu'on accompagne, ça peut être un sentiment de honte qui est relié à l'image corporelle, aussi à la confiance en elle, parce que le corps, il a pu être transformé, il a pu être marqué, il a pu être mutilé. Et donc, c'est comme si, depuis l'excision, mais aussi les autres violences qu'elles ont vécues, leur corps ne leur appartiennent plus et comment elles peuvent petit à petit retrouver leur corps, comment petit à petit aussi le corps peut aussi être un endroit de plaisir, de détente, et c'est aussi ce qu'on va travailler dans des espaces groupaux que je vais vous présenter après. Mais le recours à la chirurgie, ça peut aussi être ça, dans la symbolique, de venir se réapproprier son corps, de revenir faire un choix de réparer. Donc, on va à la fois travailler dans ce suivi individuel, on va aussi venir travailler comment on peut réaffilier la femme à des groupes d'appartenance parce qu'elle elle a pu souffrir d'isolement ou un vécu d'abandon ou de trahison parce qu'elle a été
elle a fui une communauté. Comment on peut, ici au centre, en la réaffiliant à des groupes thérapeutiques, travailler ça, mais on peut aussi venir le travailler par un génogramme, par exemple. Et comme ça, elle peut venir prendre conscience que elle est peut-être, elle n'a pas été la seule femme qui a été dans sa famille, par exemple, victime d'excision ou de mariage forcé, mais elle est parfois la première femme de sa famille qui a pu partir. Donc ça vient amoindrir aussi ou apporter un autre regard sur ce vécu d'isolement ou d'abandon. Donc en parallèle, en complément ou à la suite des espaces individuels, on aime bien proposer donc 4 ateliers qu'on appelle Père et Danse. Et donc, c'est un groupe fermé et assez restreint, assez intimiste de 4-5 femmes, on va dire, pour que les femmes puissent bien se sentir en sécurité et en confiance. Avec Aurélie, on fait partie de tous les groupes. Parce qu'on considère aussi que ça peut aider, que ça peut porter, étant donné qu'on a déjà un lien individuel de confiance avec la patiente. Donc le premier atelier, il est axé sur le corps et l'expression corporelle. Donc ça passe pas par la parole, justement pour y aller tranquillement. D'abord, c'est un atelier qui est animé par une danseuse, chorégraphe. D'abord, ça va être un travail sur soi, comment elle peut venir conscientiser aussi et évaluer où sont les douleurs présentes dans le corps, comment elle peut venir se détendre et petit à petit se connecter aux autres et faire groupe ensemble et se faire confiance. Le deuxième atelier, c'est un atelier de photolangage et donc on dispose au centre du groupe beaucoup de photos ont été travaillées et proposées par l'association Mille Parcours dont on parlait tout à l'heure. Et donc c'est un atelier où on va venir demander de choisir 1 à 2 photos chacune qui va venir, on va venir pouvoir parler chacune des représentations ou des vécus traumatiques ou des conséquences, croyances et justifications en lien avec l'excision. Donc, on n'est pas obligé de parler de soi. On peut aussi parler d'une cousine ou d'informations, de choses qu'on a envie de partager. Et petit à petit, la parole va de plus en plus circuler et un peu se libérer. Et on fait groupe ensemble. Le troisième atelier, qu'on appelle photocollage, on demande à chacune de repartir des photos qu'elles ont choisies dans l'atelier de photolangage. Et donc, une première consigne, c'est de créer un objet artistique, un objet créatif à partir de ces photos la veille pour venir retravailler un peu ces images traumatiques qui restent en lien avec l'excision, de venir les symboliser, de venir les déposer ici. Donc, on va venir couper, découper, rajouter pour l'idée, c'est de déposer ici au centre, de retravailler cette image pour qu'elle prenne aussi moins de place dans la mémoire traumatique. Une deuxième consigne dans la deuxième partie de l'atelier, ça va être de faire un autre objet artistique voilà, qui est propre à chaque groupe aussi en fonction de ce qui est travaillé. Ici, sur la photo à droite de la diapositive que vous pouvez voir, ça va être plus sur la confiance aussi en soi, sur l'aspiration à une vie plus apaisée. Donc voilà, ça peut être de venir symboliser la fierté ou des savoir-faire du passé aussi, du pays d'origine, pour porter un autre regard sur soi et pour ne pas être réduite à une identité de femme excisée ou de femme en souffrance, pour accueillir plus pleinement euh, la femme. Et le quatrième atelier, donc ça va plus être sur une modalité de groupe de parole. Et donc, on va venir rediscuter de tout ce qu'on a traversé durant ces 3 ateliers ensemble, et puis aussi un petit peu les projections, les suites du parcours. Voilà, je vais m'arrêter là, puis après, je suis disponible pour plus de questions, d'informations. Je vous ai mis aussi les références bibliographiques. Très bien, donc je vais prendre le relais après Élise et Aurélie sur le versant plus chirurgical qui est donc théoriquement un peu l'aboutissement du parcours qu'ont suivi les patientes.
Il faut quand même que vous sachiez qu'il y a finalement peu de femmes qui vont aboutir à la fin de ce parcours à... euh, excusez-moi, juste j'ai perdu mon écran. Qui vont aboutir à la réparation chirurgicale. On évalue à moins de 30% de femmes qui, à l'issue du parcours, vont être opérées. Donc, la chirurgie n'est pas une obligation quand les femmes s'orientent vers une réparation par rapport à leur vécu traumatique de l'excision et aux conséquences que ça a eu. Sur cette diapositive, je vous ai mis des photos de personnes qui comptent aujourd'hui en France et dans le monde pour la réparation des femmes victimes d'excision. Donc, il y a le docteur Mukwege, que tout le monde connaît puisqu'il a eu le prix Nobel de la paix, qui a beaucoup œuvré dans son pays, au Congo, pour les femmes victimes de violences. Et aujourd'hui, il a un centre sanitaire de réparation des femmes victimes de viols de guerre et de violences par armes de guerre, de violences sexuelles par arme de guerre. Vous avez à côté la photo de Pierre Foldès, qui est un chirurgien urologue français, qui est celui qui a la plus grosse expérience de réparation chirurgicale post-excision et qui, du coup, a développé sa technique et l'a enseignée. Et enfin, Armelle Andro, dont vous a déjà parlé Aurélie Méheny, qui est une sociologue qui a fait beaucoup d'études sociologiques sur les mutilations sexuelles et l'excision, et donc qui, je pense, a été quand même aussi est très éclairante dans ses travaux sur la façon dont il fallait aborder les choses avec les patientes et avoir une prise en charge beaucoup plus globale que ce qu'on avait pu proposer au départ, où moi, quand j'ai commencé mon internat de chirurgie, qu'on avait des patientes qui étaient adressées, qui se questionnaient par rapport à l'excision. Bah, c'était simple, on réparait chirurgicalement et voilà. Mais bon, les résultats étaient forcément décevants et en fait, les travaux d'Armel Andro éclairent beaucoup ça parce que c'est vrai que, comme on l'a dit, en fait, la problématique est bien plus complexe et surtout ce que recherchent les femmes. Bah, ça, c'est un champ très vaste et donc il faut que dans tous ces champs, on apporte une réponse positive. L'anatomie de la vulve, alors bon, il y en a qui connaissent très bien, il y en a qui connaissent moins bien, donc c'est pour ça que j'ai remis ces diapositives. On a les grandes lèvres qui sont le coussin protecteur un peu ben, la zone génitale qui va permettre d'amortir les chocs, de ne pas avoir de douleur, etc. Il y a les petites lèvres hein, qui protègent le vestibule, qui est la partie sensible de l'orifice vulvaire. Et ces petites lèvres, elles permettent aussi de diriger le jet urinaire. Les petites lèvres se continuent en avant de la vulve par le capuchon du clitoris, ce qu'on peut aussi appeler le prépuce, puisque ça vient recouvrir l'extrémité du clitoris. Et derrière les petites lèvres, on a ben, l'orifice vaginal avec l'hymen et le méa urétral. Si on s'intéresse au clitoris, maintenant, beaucoup de représentations sont faites justement du clitoris, parce qu'on en parle beaucoup plus et on parle beaucoup plus de sexualité aussi avec les jeunes, etc. Donc, on s'appuie sur des images. Donc, tout le monde connaît ces images du gland du clitoris, qui est l'extrémité, on va dire, émergée d'un organe qui est plus profond et quand même assez grand, puisqu'il y a le genou du clitoris, qu'on appelle aussi le coude du clitoris, qui arrive devant la symphyse pubienne et puis ensuite se prolonge devant la branche ischio-pubienne de chaque côté et donc derrière les grandes lèvres, les piliers du clitoris qui sont en continuité avec le bulbe vestibulaire, les corps spongieux en fait qui sont dans les grandes lèvres. Cela pour expliquer que la sexualité, l'épanouissement sexuel, le plaisir, l'orgasme ne vient pas que de la stimulation directe du gland du clitoris, mais vient aussi de la stimulation vaginale qui ébranle les piliers du clitoris et donc donne aussi du plaisir par ce biais-là.
Donc, il y a différents types d'excision qui ont été classés par l'OMS pour qu'on puisse tous parler le même langage. C'est utile aussi entre nous, justement, quand des médecins ont examiné une patiente et qu'on va parler de réparation chirurgicale. Si le type d'excision est déjà mentionné dans le dossier, on n'a pas obligé à chaque fois de réexaminer les patientes. Donc, le type 1, c'est le type 1, en fait, correspond à 15% à peu près des excisions qu'on observe. Le type 2 représente 80% des excisions qu'on observe. Et le type 3 est beaucoup plus rare. Le type 1, donc, c'est l'excision du clitoris, plus ou moins du capuchon du clitoris, sans que les petites lèvres ou les grandes lèvres ne soient touchées. Le type 2, c'est l'excision des petites lèvres pour le coup, plus ou moins le clitoris, plus ou moins le capuchon du clitoris, le prépuce, plus ou moins les grandes lèvres. Et le type 3, c'est ce qu'on appelle aussi l'infibulation. Donc, c'est la fermeture complète de la vulve par une suture directe, soit des petites lèvres, soit des grandes lèvres. Le type 3, je vais juste faire une précision sur ce type d'excision ou de mutilation. Ça peut relever d'une urgence en fait médicale parce que ça peut bloquer la possibilité d'uriner. Donc, quand les petites lèvres sont suturées, il y a des mictions intravaginales qui finissent par s'écouler parce qu'il y a forcément un orifice qui est laissé perméable pour l'écoulement des règles. Mais il y a donc de l'urine qui se répand dans le vagin qui ensuite fait une sorte d'incontinence parce que ça regorge par le vagin. Et ça peut être aussi une urgence médicale si la patiente a pu obtenir une grossesse que j'ai déjà vue avec une éjaculation à la vulve et que pour l'accouchement, on est obligé de désinfibuler la patiente. Ça peut être aussi une urgence médicale si la patiente souhaite être enceinte et qu'aucune pénétration n'est possible. Donc, en fait, on a quand même, pour le type 3, une indication chirurgicale autre que la volonté de la patiente d'un retour à son intégrité, etc. C'est davantage médical. C'est assez simple d'ailleurs parce qu'il suffit de rouvrir la fente vulvaire. Et c'est arrivé donc quand c'était les grandes lèvres qui étaient suturées entre elles, qu'une fois qu'on a libéré la suture des grandes lèvres, on retrouve une vulve complètement normale derrière. Donc là, il y a un succès évidemment par rapport à la réappropriation de l'identité féminine qui est très grand parce que finalement, c'était enfoui et ça a été, en le désenfouissant, il y a un retour vraiment pour le coup à une situation qui est identique à celle avant excision. Le type 4, c'est tous les autres types de mutilations qu'on peut voir parce que évidemment, il y a d'autres formes en fonction des ethnies, etc. Et en fonction de la façon aussi où ça a pu être fait, les conditions dans lesquelles ça a été fait. Donc Aurélie en a parlé tout à l'heure, on s'intéresse quand même aux motivations des patientes au regard de la chirurgie parce que on veut savoir si on va leur apporter une réponse satisfaisante ou pas. Donc, il y a l'étude de Pierre Foldès qui date de 2012 sur presque 2200 patientes. Et puis, il y a une autre étude qui a été faite à Nantes sur une série de 120 patientes. Donc là, je vous ai mis les résultats de ces deux études. On voit quand même que ce qui domine, c'est la demande sexuelle. Je vais en reparler après. Et puis après, il y a quand même aussi la douleur qui est représentée là en rose dans l'étude de Nantes. Et au final, dans l'étude de Pierre Foldès, ce qui a été le plus demandé, c'était le retour à une sexualité épanouie et la disparition des douleurs dans 99% des cas. Alors, la sexualité, Aurélie l'a dit, je viens de vous le dire, c'est la demande souvent principale des patientes en termes de résultats après une réparation génitale. Et ça a été évidemment aussi étudié donc dans des études, notamment une étude en Égypte avec 300 patientes où on a comparé les groupes de femmes qui avaient eu une excision et celles qui n'avaient pas eu d'excision et on a comparé leur sexualité. Et dans la plupart de ces études, on a retrouvé une différence significative en termes d'épanouissement sexuel.
avec une sexualité impactée défavorablement chez les femmes qui avaient été excisées. Sauf pour les types 1, on en a parlé tout à l'heure parce que le type 1, c'est une mutilation souvent alors, superficielle, on va dire, de la vulve et qui, du coup, impacte moins les femmes parce que c'est moins source de douleur, de fibrose, de fissures lors de la pénétration. Il y a quand même une étude, mais avec beaucoup de femmes qui avaient une mutilation de type 1 au Niger, avec un nombre de patientes conséquent, où il n'y avait pas de différence en termes d'épanouissement sexuel entre les femmes excisées et non excisées dans le même pays d'origine, avec les mêmes, la même culture et le même contexte culturel, on va dire. La technique de réparation chirurgicale, ça, c'est en fait, c'est kintsugi, c'est vraiment pouvoir réparer en sublimant les blessures, mais avec un retour à l'intégrité. Vous allez voir ce que j'ai mis des photos après, qui sera jamais ad intégrum comme avant toute excision. On va quand même essayer de libérer les adhérences et les brides si on peut, de reconstituer les petites lèvres, mais c'est pas toujours très évident de redonner un aspect presque similaire aux petites lèvres quand elles ont été complètement retirées. Libérer le clitoris, parfois en sectionnant le frein du clitoris, et essayer de reconstituer un capuchon du clitoris, mais ça, c'est très difficile. Donc, en fait, la technique décrite par Pierre Foldès et qui est la technique la plus utilisée, on voit ici donc une mutilation de type 1 avec une fusion du capuchon du clitoris en avant du gland qui est enfoui sous la fibrose. Donc, c'est une incision, vous le voyez ici hein, sur la photo, une incision de la peau qui nous permet de retrouver le gland du clitoris et le genou. Et le genou, on va le chercher assez haut pour couper ce qu'on appelle le frein. C'est ce qui suspend le genou à la symphyse pubienne. Ça nous permet d'abaisser le clitoris restant et de faire un néo-gland du clitoris qui va être émergent ici entre la partie supérieure des petites lèvres. Le capuchon du clitoris, en fait, quand il y a vraiment plus de peau, comme c'est le cas ici, c'est très difficile de le refaire et de refaire un capuchon qui soit aussi efficace en termes de pouvoir se retrousser ou couvrir le clitoris, parce que souvent il y a de la fibrose qui se reconstitue. Et si on remet trop la peau à cet endroit-là, on risque d'avoir un réenfouissement du clitoris qu'on a désenfoui. Donc, c'est pris en charge en France par la sécurité sociale. Ça se fait au cours d'une hospitalisation ambulatoire. On est très vigilant ici à la clinique sur l'analgésie périopératoire parce qu'il y a des réminiscences du traumatisme lorsqu'elles revivent les douleurs au niveau de cette zone qui est en plus une zone hypersensible. Donc, on fait des infiltrations pudendales systématiques et on applique ensuite des soins locaux avec des anesthésiants locaux pour endormir au maximum la zone en période de cicatrisation. Et souvent, notre psychologue, Élise, les revoit dans le périopératoire assez court pour pouvoir les accompagner justement dans ces épisodes de réminiscence qui sont parfois très difficiles à vivre. La plupart du temps, les douleurs sont modérées, mais c'est quand même à pondérer en fonction du réveil du stress post-traumatique. Les complications immédiates, alors il y en a. Elles sont en général assez gérables. On va dire que c'est pas très compliqué, mais ça peut nécessiter des reprises chirurgicales. Puisque dans cette étude-là de Nantes où il y avait 123 patientes, eh bien, il y a 5,7% de complications précoces. C'est ce que retrouvait aussi Pierre Foldès dans sa série. Et 2,4% de patientes qui ont été reprises au bloc. La plupart du temps, c'était pour des abcès périclitoridiens. Il peut y avoir, comme on le voit ici, un défaut de réépithélialisation. On voit que c'est très inflammatoire et vif. Et ça, il faut être un peu patient quand on a cette observation-là, parce que le gland va se kératiniser, mais ça met un peu de temps. Et au départ, c'est hypersensible. Et c'est là où les anesthésiants locaux peuvent nous aider.
Sur les résultats anatomiques, donc nos observations à nous, médecins, à moyen terme, donc il y a les résultats de la série nantaise et donc sur un petit nombre de patients et les résultats de l'étude de Pierre Foldès sur 861 patientes. On a donc un- une anatomie, on va dire, sans aucun changement dans quelques cas, c'est-à-dire dans les cas où il va y avoir un réenfouissement du clitoris dans les 6 premiers mois. Euh, bon, ça c'est embêtant parce que bah, en fait c'est un coup pour rien, mais moi j'ai une patiente qui a eu ce problème-là et qui finalement, le fait d'avoir été dans la démarche de réparation, etc., le réenfouissement la gênait plus parce que c'était pas, c'était juste les suites de sa chirurgie, c'était pas une violence volontaire. Euh, sur les autres cas, ben, il y a parfois un gland exposé sans capuchon. Donc ça, c'est, on va dire, ce que vous avez vu tout à l'heure sur la photo. On peut avoir une saillie clitoridienne visible, mais avec un clitoris qui n'est pas complètement exposé. Et on peut avoir un clitoris qui est palpable, mais qui n'est pas visible parce qu'il est partiellement réenfoui. Là, sur la photo, vous voyez qu'il est épidermisé et que du coup, il est beaucoup moins sensible que sur l'autre. Donc, en fait, on a quand même une restauration du massif clitoridien dans plus de 80% des cas. Et Pierre Foldès a montré qu'il y avait 2 fois plus de chances d'avoir un orgasme normal si le clitoris était visible. Globalement, la satisfaction, elle est importante et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on a 80% de patientes qui sont satisfaites et 80% qui le recommandent. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus freiner trop la chirurgie, même si on a peur des complications et des douleurs post-opératoires. Parce qu'au final, si le parcours a été bien coordonné, si les patientes sont prêtes, on a une forte corrélation entre les attentes préopératoires et le résultat fonctionnel post-opératoire. Au niveau esthétique, on a une amélioration dans les champs dont on a parlé tout à l'heure, le sentiment de honte, le sentiment de normalité, et ça ne fait qu'augmenter entre le 1er mois post-opératoire et le 6e mois post-opératoire, le temps qui est une réappropriation du nouveau corps, la nouvelle vision qu'elles vont avoir de leur intégrité féminine. Concernant les douleurs, bah, c'est aussi un motif important de demande, en fait, de réparation. On craint toujours qu'on génère des douleurs chez des patientes qui n'avaient pas de douleur. Et là, on voit dans l'étude de Pierre Foldès qu'il y a une seule patiente sur les 486 qui n'avait pas de douleur avant d'être opérée, qui a développé une douleur post-opératoire. Et il y en a 8 qui ont développé de l'inconfort. Pour toutes les autres patientes qui étaient douloureuses, il y a une amélioration de la douleur après la prise en charge chirurgicale. Les résultats sexuels, ils sont bons avec 35% des patientes dans la grosse étude de Pierre Follès. Puis là, vous verrez, il y a toutes les autres études avec notamment des études avec des scores de sexualité qui sont des scores validés. 35% des patients qui n'avaient jamais eu d'orgasme ont pu avoir des orgasmes de faible intensité ou normaux. Et 50% des patients qui avaient des orgasmes occasionnels ont pu avoir des orgasmes normaux. Donc, on a quand même une amélioration pour ces femmes de l'épanouissement sexuel. Et en conclusion, pour qu'on ait le temps de discuter, aujourd'hui, il n'y a pas de frein à la prise en charge financière si les patientes, évidemment, ont un statut juridique qui le permet. Il y a un frein énorme chez nous, c'est l'accès limité à l'information. Et c'est pour ça qu'on fait des interventions comme ce webinaire aujourd'hui, pour que les professionnels de santé soient sensibilisés, qu'on puisse créer des réseaux complets de cheminement vers la réparation, comme c'est le cas ici à Montpellier. Et ce partenariat entre Frantz Fanon et la chirurgie est vraiment très important pour que ça puisse aider les femmes et que ce soit fait dans vraiment de bonnes conditions. Et puis, il faut que les chirurgiens soient formés. Donc, nous, on forme ici les plus jeunes. C'est pas une chirurgie très complexe. Et voilà, bon, ça devrait normalement se développer davantage, ou en tout cas mieux que ce que c'était quand c'était il y a 20 ans, quand j'ai commencé, moi, la chirurgie gynécologique. On peut laisser la place aux questions si vous voulez reprendre. Merci beaucoup. Bon, peut-être si vous avez la diapo d'après, peut-être pour la... Ah, pardon, Ou non, pardon. sinon Alors, c'est pas très je grave. vais la mettre, j'avais pas vu qu'il y en avait une après.
Merci beaucoup à vous trois pour ces interventions très riches et très intéressantes. Au niveau des questions, quelques questions ont pu être posées dans le chat. Je vais en lire quelques-unes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les inscrire à la suite. La première, c'est en lien avec le périmètre d'intervention pour la prise en charge au niveau du centre. Vous avez mentionné Nîmes et Montpellier. Est-ce qu'il vous arrive de prendre en charge des patientes qui viennent d'un peu plus loin? Et si oui, selon quelles conditions? Aurélie, peut-être tu peux répondre? Oui, effectivement, on accompagne des personnes qui sont plutôt sur le Gard et sur l'Hérault pour des raisons de faisabilité du parcours. En fait, c'est quand même un parcours de soins où il y a de nombreuses rencontres qui va avec un engagement aussi de la femme dans ce suivi. Et donc, il n'est pas possible de faire en visio, par exemple. Et donc, du coup, bon, ça nous est arrivé de prendre en charge des patientes qui étaient plus loin, mais en fait, c'est quand même relativement compliqué, c'est coûteux dans tous les sens du terme, et parfois c'est difficile à réaliser. Donc, en fait, dans le dispositif, ce qu'on essaye de faire plutôt, c'est dans le cadre justement du centre de ressources et du réseau Kintsugi, d'être un appui aux professionnels des différents départements qui ont envie de s'investir et de coordonner un petit peu des propositions de parcours de soins multidisciplinaires pour ces femmes pour qu'il y ait un maillage territorial qui permette aux femmes d'avoir des ressources plus proches d'elles, quoi. Et en parlant de ce maillage territorial, est-ce que vous avez notion d'autres dispositifs similaires? Alors, on cite Toulouse, mais est-ce qu'il y a d'autres départements qui ont des professionnels impliqués sur ce versant-là? Alors, donc oui, à Toulouse, il y a notamment à la Maison des Femmes. Et ben, là, il y a quand même plusieurs maisons des femmes qui ont ouvert dans le sud de la France. Donc là, bon, il y en a une à Montpellier avec laquelle on travaille d'ailleurs. Et puis la Maison des Femmes de Nîmes aussi propose un parcours de soins qui accompagne les femmes excisées. Ensuite, il y a des initiatives qui sont prises dans d'autres départements, notamment dans les PO. Il y a la volonté de plusieurs professionnels de développer un parcours, euh, pas forcément encore bien individualisé, bien organisé pour l'instant, mais je pense que c'est en cours. Après, pour avoir les informations sur les ressources qui existent et le maillage territorial au niveau national aussi, c'est intéressant de se rendre sur le site du GAMS où il y a une carte interactive des différents centres qui pratiquent la chirurgie et des différentes unités de prise en charge pluridisciplinaire où il y a donc des dispositifs qui ne sont pas forcément exactement comme ce qu'on vient de vous présenter, mais avec également différents volets d'accompagnement et notamment psychologique et sexologique. Ouais. Et vous y trouverez aussi sur ce site et aussi le site de l'association Mille Parcours, des supports d'affiches ou de communication pour répondre à une question du chat. C'était effectivement une question. Est-ce qu'il existe des supports documentaires à mettre en salle d'attente pour sensibiliser un peu les femmes à au fait qu'elles vont pouvoir échanger de ça avec leurs professionnels de santé? Donc, vous citez les sites suivants, on les mettra dans les ressources documentaires qui accompagneront le PowerPoint. Très Et bien. pour ce qui est du dispositif, plus spécifiquement du dispositif Kintsugi, donc pour les femmes qui sont sur ces départements, enfin en tout cas pas trop loin de Montpellier, on a aussi des flyers qui s'adressent pour l'un aux patientes et pour l'autre aux professionnels qui peuvent les accompagner, qui est un support d'information qu'on peut aussi transmettre en PDF. Ok, bah volontiers si. Mm. Et on nous demande si on peut communiquer l'adresse mail du centre pour échanger avec des professionnels. Alors là, en l'occurrence du bassin montpellierin, est-ce que vous accepteriez d'être mis en relation avec des personnes Oui. qui souhaiteraient davantage d'infos? Oui, vous pouvez même, on peut peut-être même mettre dans le chat l'adresse mail qui est spécifique au dispositif Kintsugi. C'est facile, c'est kintsugi@lacimat.org. Je vais le marquer dans le chat. Ok, super. Merci beaucoup. Une autre question, est-ce que ces accompagnements peuvent s'adresser à des jeunes filles mineures?
Alors, non, en fait, c'est vraiment un parcours de soins qui s'adresse à des femmes adultes enfin, en tout cas, des femmes qui sont rentrées dans la sexualité, on va dire. Après, ce qu'on a développé, nous, sur Montpellier, c'est un parcours de soins pour les mineurs, pour les petites filles excisées, pour les accompagner, les suivre médicalement et proposer et aussi faire une évaluation psychologique et un suivi si besoin, mais aussi pour que ces petites filles ou ces jeunes filles puissent être accompagnées par des professionnels qui justement sont les plus qualifiés pour les accompagner sans qu'elles aient non plus à subir parfois une multiplication d'examens gynéco, voilà. Et puis pour pas non plus forcément médicaliser ou pathologiser, oui, des petites filles ou des femmes qui pour l'instant peut-être n'ont pas en tout cas de symptômes, peut-être n'en développeront jamais. Élise, peut-être Ouais. ouais. Puis l'intérêt de l'espace psy qui peut être juste une rencontre, c'est aussi de montrer que il y a une possibilité de venir en parler. Et puis ça se trouve, voilà, elle y pensera comme ça plus tard, quelques années après, à sa rentrée dans la sexualité, par exemple, il y a des professionnels à qui je peux venir en parler. Mais on ne s'inscrit pas forcément dans un suivi. Mm. C'est plus une petite évaluation. Mm. Donc en fait, ça veut dire qu'effectivement, c'est pas un parcours classique dont on se dit que il y a une possibilité chirurgicale, en tout cas pour l'instant, mais il y a quand même des possibilités d'accompagnement. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a pensé. Donc c'est possible d'orienter des petites filles, qu'on oriente nous ensuite vers des chirurgiens pédiatres au CHU pour l'examen, pour éventuellement la prise en charge s'il y a comme disait Laure, c'est possible que parfois il y ait une indication médicale à faire une intervention de suite. Voilà. Et puis ensuite, nous, c'est Elise qui fait l'évaluation initiale. Et ce qu'on invite les enfants et puis leurs parents à faire, c'est de nous ressolliciter si ils ont besoin et puis nous de faire des évaluations pendant l'évolution de la petite fille, quand elle grandit, quand elle atteint la puberté, voilà, pour s'adapter aux besoins à chaque moment de sa vie, en fait. Et ne pas en créer qui n'existe pas, en fait. Très bien. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question parce qu'on a déjà un peu dépassé. Une question un peu technique, une expertise pour une sage-femme, donc Marc qui est sage-femme, qui nous demande qu'il a rencontré une patiente qui il a l'impression d'une mutilation sexuelle féminine. Il a abordé ce point avec la patiente qui lui assure ne jamais avoir subi de mutilation. Euh, que vaut-il mieux faire? Ne pas revenir sur ce sujet avec elle ou au contraire re-questionner un peu à distance dans un autre contexte? Réexplorer ce point-là avec elle. Je veux bien Qu'en pensez-vous? répondre parce que c'est vrai que ça, c'est une question vraiment importante. C'est-à-dire que Aurélie et Élise, elles voient les patientes qui ont déjà été triées et orientées pour la question de la mutilation. Et nous, ben, sages-femmes, gynécologues, etc., on voit des femmes pour des examens gynécologiques qui ont été excisées, mais pour lesquelles c'est pas forcément une problématique. Et en même temps, on se dit que si on n'ouvre pas la parole, eh ben, peut-être qu'elles venaient chercher cette parole-là et qu'on leur a pas, on n'a pas ouvert ce champ de discussion. Moi, je pense qu'il faut aborder les choses, mais pas par le biais de l'examen clinique, c'est-à-dire ne pas dire, bah tiens, vous avez des petites lèvres en moins, un clitoris en moins, vous avez dû être excisé parce qu'en plus vous êtes d'origine guinéenne ou érythréenne ou je sais pas quoi, mais c'est plutôt poser la question des symptômes. Est-ce que vous êtes gêné? Est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce que vous avez des difficultés sexuelles, comme on pourrait le poser d'ailleurs à n'importe quelle femme? Et peut-être que là, elles vont dire, bah oui, j'ai moins de plaisir. Et puis en plus, je crois que bah, quand j'étais petite, bah, j'ai subi une mutilation rituelle, etc. Est-ce que ça peut avoir un lien, etc. Mais moi, je pense qu'il faut partir des symptômes et pas d'une observation clinique qui peut en plus, parce que comme l'a dit très bien Elise tout à l'heure, bah, parfois ce qui paraît normal et faisant partie de la culture pour des patientes dans leur ethnie d'origine, avec nous, notre jugement de valeur ne va pas l'être et donc on peut créer un conflit de loyauté et mettre finalement, je dirais, de l'huile sur le feu là où il n'y avait pas de problème, quoi. Donc c'est bon, moi je sais pas ce que vous en pensez, Élise et Aurélie, mais moi je trouve que il faut pouvoir ouvrir la parole, mais en partant des symptômes qui pourraient être gênants.
Ouais, je pense qu'on est tout Complètement à fait d'accord. d'accord avec toi, oui. Ouais. Et puis, oui, quand même créer des espaces où la femme, elle sent quand même qu'il y a la possibilité de l'aborder sans que ce soit une obligation. Rada Hatem, elle a une formule pour ça, moi, que j'aime beaucoup, c'est qu'elle dit qu'il faut qu'on lance des petites pierres et puis que la femme peut s'en saisir ou pas, mais en tout cas, au fur et à mesure, elle sait que c'est possible de les attraper. Puis à un moment, peut-être qu'elle aura envie d'en attraper une et d'aller sur ce sujet-là. Voilà, je pense que nous, il faut que on crée les conditions possibles de l'ouverture de ce sujet avec la femme sans forcément l'engager dedans si c'est pas son choix, quoi, si c'est pas son moment, si Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces interventions très passionnantes et merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. On essaiera de le mettre en replay le plus vite possible sur la chaîne internet du RPO, donc on vous tiendra informé de sa mise à disposition. Merci encore, très belle fin de journée et à bientôt pour un futur webinaire. Au revoir. Au revoir. merci. Merci, au revoir.